Bonjour mes amis français, je m'appelle John Romita Jr. J'écoute Panini Broadcast tout le temps. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Paninicast, le podcast d'édition Panini. Un podcast qui vient après Angoulême, dont nous sommes remis, voilà. Parle pour toi. Moi j'étais mort. J'ai mis 2 semaines, mec. Je te rappelle que je suis jeune papa, je suis encore ruiné, moi. Voilà. Donc voilà, un festival d'Angoulême dont on vous reparlera d'ailleurs à la fin de l'émission, dont on est très content et on a pu croiser pas mal de têtes. D'ailleurs, ça nous a fait assez plaisir de voir des gens qui viennent nous interpeller en mode genre mais je connais cette voix. Oui, merci à tous ceux qui nous écoutent. Voilà, ou alors j'ai acheté ça parce que vous en avez parlé, donc ça fait très plaisir. Donc une actualité assez riche finalement, vu qu'on va parler donc d'un certain film via les comics qu'on sort autour de lui, mais également aussi de sorties assez attendues et on va en profiter après, comme je l'ai dit aussi en introduction, pour reparler un peu d'Angoulême, parce qu'on a quelques petites surprises, notamment comme l'introduction que vous avez pu voir, qu'on a pris beaucoup de plaisir à faire avec l'auteur. Et du coup, on va commencer, comme tu le disais, parler de titres autour du film Captain America Brave New World, le premier film où donc on a Anthony Mackie qui est dans le rôle de Sam Wilson quand il prend désormais le bouclier de Captain America. Alors des sorties autour du film, c'est vrai parce qu'à chaque fois, on profite du fait que les films ont énormément de publicité du coup autour des personnages, pour profiter de cette publicité-là et de surfer sur ce qui sort pour vous proposer les meilleurs comics possibles autour des personnages qui sont mis sous le feu des projecteurs. Et on va commencer par un titre qui en fait, justement, non seulement avait besoin d'un vrai gros coup de projecteur, on va dire, audio-télévisuel, quoi, mais aussi de trouver la bonne collection pour le proposer, parce que ça fait longtemps qu'on l'a dans les cartons, et ça fait longtemps qu'on veut vous le proposer, parce que c'est un titre formidable, mais qu'on sait que c'est aussi un titre singulier, et que du coup, on cherchait la bonne solution pour vous le proposer. Tu nous le présentes, Émile ? Ouais, et d'ailleurs, toutes nos excuses à Jérémy Briam, qui l'a acheté au moment où on l'a annoncé, je crois. Il venait de l'acheter une semaine avant en VO, donc Jérémy Briam, qui pour la petite histoire est donc celui qui était derrière les auteurs de la Comic-Con pour ceux qui y sont venus. Et donc ce titre-là, c'est Captain America la vérité, un titre très particulier déjà donc pour son histoire, et aussi très particulier au niveau de ses dessins, qui sont signés par Kyle Baker. Donc au niveau de l'histoire, on retrouve quelqu'un qui n'est pas un scénariste de comics à proprement parler, mais en fait d'abord un journaliste, donc, qui est Robert Morales. Désolé, je l'ai un peu prononcé façon les Charlots, mais je suis sûr qu'il y a un meilleur accent à mon avis pour le dire. Et donc Robert Morales, avec donc Captain America la vérité, tenait à proposer un titre qui vraiment détonne dans l'univers Marvel, un peu dans ce que voulait faire Quesada au moment où il était à la direction artistique de Marvel, c'est-à-dire de pouvoir proposer aussi des angles différents sur le super-héros. Et donc dans ce récit, on va suivre une contre-histoire de Captain America, j'ai envie de dire une contre-histoire de l'Amérique, qui est basée sur des faits réels, puisque en fait Morales va vraiment se baser sur beaucoup d'articles ou de travaux sur en fait aussi bien l'expérimentation sur les civils américains, souvent d'ailleurs malheureusement afro-américains, ou aussi des théories sur l'eugénisme, pour en fait raconter l'histoire d'un bataillon de soldats qui en fait ont été victimes d'expérimentation de la part de l'armée américaine pour en fait concevoir le sérum du super soldat qui après plus tard sera utilisé sur un certain Steve Rogers. Et déjà dès le début on peut déjà voir le côté très politique, et oui, ce qu'il peut y en avoir apparemment dans la bande dessinée, puisqu'on va suivre donc ce bataillon-là, le racisme aussi donc à cette période-là des États-Unis, mais aussi le racisme qui va après d'ailleurs perdurer, puisque l'histoire va nous montrer aussi également
que c'est également animé par des idéologies pas très saines, en fait, que du coup toute cette histoire-là va être cachée. Et en fait, ce que j'ai trouvé très intéressant avec donc ce comics-là, c'est que ça permet en fait de montrer aussi la face cachée d'un pays, la face cachée aussi d'une guerre. C'est bien parce que en fait justement, je trouve que le comics c'est aussi touchant en fait que percutant. Touchant parce que Steve Rogers va se rendre compte en fait de son origine finalement d'une certaine manière, et en même temps aussi Steve Rogers va se rendre compte que en fait il y a toute une histoire dont il n'était pas au courant, toute une histoire dont certains personnages vont lui dire que peut-être il était plutôt content de pas être au courant. Et à côté de ça, c'est un comics qui est percutant justement parce que ça remet un peu l'église au milieu du village sur pas mal de choses aussi, sur l'histoire américaine, sur l'histoire américaine pendant la guerre. Et du coup, je trouve que le titre est vraiment vraiment très intéressant pour ce côté contre-histoire américaine. L'histoire secrète et souterraine de l'Amérique telle que vous n'avez jamais lu, j'ai envie de dire. Voilà, et puis je trouve que tout ça ne serait pas en plus sublimé s'il n'y avait pas un super dessinateur derrière. Et Kyle Baker, c'est un dessinateur qui a un style qui est très original, qui a aussi bien fait en fait du Plastic Man chez DC que de la BD, on va dire plus traditionnelle avec le 5e Beatles, qui est sorti je crois chez Delcourt ou Dargo. Donc non, vraiment le trait très rond, très caricatural en apparence de Kyle Baker convient parfaitement, je trouve, à l'illustration d'un récit très dur, donc ça permet un peu d'atténuer la violence, mais en même temps, ça permet aussi de la mettre en valeur, et disons que c'est un récit dont on sort vraiment pas du tout indemne. D'ailleurs, Kyle Baker, je trouve qu'il a peut-être dire un style, mais c'est un auteur qui a presque des styles différents, et là, ici, sur Captain America, la vérité, il invoque quelque chose qui est presque très franco-belge dans l'approche. On se retrouve avec des planches qui peuvent faire penser à du Tintin, j'ai envie de dire, à certains moments, et il utilise du coup ce côté très ligne claire, très BD classique, mais avec des fois l'emploi au niveau des couleurs, avec des choses qui sont très tranchées, très percutantes, et justement une violence qui par contre n'est pas du tout celle qu'on peut retrouver chez Tintin. Donc il y a des effets de contraste comme ça, je trouve, dans la manière dont ça joue. Et c'est vrai que c'est un style graphique, encore une fois, qui est pas du tout habituel dans le comics de super-héros qu'on retrouve chez Marvel et DC. Et c'est pour ça qu'on avait besoin en fait d'avoir une collection comme Marvel Prestige pour pouvoir proposer Captain America la vérité, parce que le proposer dans un format comics perdu entre deux titres comics classiques, c'était l'envoyer un peu au casse-pipe aussi, soyons honnêtes. Ouais, et puis honnêtement, quand je vois les premiers retours qu'on a dessus, je me dis qu'on a fait le bon choix. Parce que il ressort, il détonne, et il intrigue aussi. Donc j'ai envie de dire, finalement, ça valait le coup d'attendre de le sortir à ce moment-là, quoi. On va dire ça en tout cas. Mais en tout cas, on est quand même super content de pouvoir le proposer, parce que c'est un titre qu'on a dans le... Comme moi, je suis chez Panini depuis longtemps. D'où la barbe. Mais tout ça, d'où la barbe. Mais c'est vrai que je sais que c'est un titre dont on parle depuis moi en réunion de rédaction. Je sais que ça fait 10 ans que j'en entends parler, et qu'on a envie de le proposer, et qu'on est parfois un peu timide dessus, en tout cas. Voilà. Là, en tout cas, les étoiles se sont alignées, et c'est vrai que en plus de ça, on l'a proposé sans connaître le scénario de Captain America Brave New World, mais on a la bonne surprise de voir que Isaiah Bradley a un rôle conséquent dans le film, donc il y a un côté, encore une fois, les étoiles se sont bien alignées. Et du coup, en parlant d'étoiles, je crois qu'il y a aussi un must-have qu'on a du coup sorti avec un de tes dessinateurs favoris. Ouais, c'est vrai que on a décidé de proposer en must-have une partie du run de Rick Remender sur Captain America, et du coup la partie justement où Sam Wilson devient Captain America, donc la matrice d'inspiration du film. Et c'est vraiment du comics de super-héros, j'ai envie de dire, relativement classique sur plein d'aspects, mais Rick Remender est un bon scénariste. Ouais. J'enfonce des portes ouvertes en disant ça. C'est quelqu'un qui sait écrire, qui sait bien le faire, qui
on le sent, s'éclate à ce moment-là, vraiment. Le fait de mettre Sam Wilson en avant lui redonne un second souffle. Le début de son run sur Captain America est très très bien. Puis après, il y a un petit, j'ai envie de dire, il y a un petit côté, ça ronronne un peu. Et là, d'un coup, quand il met Sam Wilson dans le costume, ça repart de plus belle. Et il est aidé en ça par Stuart Immonen, hein, l'incroyable, le génialissime, le quasi divin Stuart Immonen, qui est vraiment un de mes dessinateurs favoris, dans sa capacité de proposer du super-héros très classique aussi, encore une fois, j'ai envie de dire, mais d'une manière magnifique, quoi. Il y a un truc qui est tellement dynamique, simple et beau avec Immonen que ça fonctionne à tous les niveaux, quoi. C'est rigolo parce qu'il y a plein de manières de faire que Immonen intègre à son dessin qui sont copiées par tous les dessinateurs que vous aimez, quoi. Là, il y a des manières de représenter l'action. On voit que Pepe Larraz, par exemple, trouve de l'inspiration chez lui. Que quelqu'un comme Dan Mora, je l'ai jamais entendu, j'ai pas vu une interview où il en parle, hein, mais je suis à peu près sûr qu'il doit lire du Immonen à son temps perdu, etc., etc. C'est vrai, c'est vraiment un des grands dessinateurs de comics actuels. Voilà. Et là, je trouve que vraiment, c'est en plus un des travaux les plus beaux, les plus où on s'en prend le plus plein les yeux possible. Donc vraiment. Si vous avez envie de découvrir en comics Sam Wilson, ou ne serait-ce que de lire du très bon comics de super-héros ultra classique sous plein d'aspects, dans le sens aventure, enquête, bagarre et scène d'action, vous n'avez pas à aller chercher plus loin, c'est là. En le refeuilletant, en plus, j'avais oublié à quel point il y avait cette alternance entre des super scènes d'action et puis des scènes justement où il trouve des idées graphiques en bichromie, tu vois, avec le truc noir et blanc, avec les personnages en rouge de mémoire, et ça, je trouvais ça vraiment fort aussi. Enfin, c'est tout con, mais c'est vraiment un truc visuel qui te marque et qui distingue les pages et qui te montre aussi qu'il y a un procès de narration en fait visuel assez fou, quoi. Mais enfin, en tout cas, ouais, ça c'est vraiment enfin, je dis pas ça parce que ça s'appelle Ascendant, mais c'est un sommet. Pas mal. On est professionnel. Du coup, on était donc dans l'Olympe avec le dieu Immonen et on va descendre en enfer, l'enfer du Vietnam. Voilà, du coup, avec un récit que je mettrais vachement en parallèle de Captain America la vérité, puisqu'il s'agit donc de Punisher Get Fury. Je vais vous expliquer pourquoi. Je trouve qu'il y a un parallèle. Get Fury, donc, qui, en fait, raconte un épisode issu donc de la période dont Frank Castle, donc pré-Punisher, donc du personnage, qui, techniquement, il y a un commandé suicide à lui tout seul, qui doit aller chercher Fury dans la jungle. Ça, c'est le principe de base. Mais derrière ça, en fait, Garcenis, puisque c'est de lui qu'il s'agit, étant donné qu'on parle du Punisher, et qu'il y a personne comme Garcenis qui écrit le Punisher comme ça, va donc mettre en scène beaucoup plus, en fait, que juste une descente aux enfers violente et on va dire sans fond, puisque, en fait, Frank Castle va se retrouver lié à une... malgré lui, en fait, à un complot. En fait, il y a des accidents qui ont été couverts par l'armée américaine, et déjà, même dès le début, en fait, au niveau de la narration, on se rend compte que le récit, en fait, est raconté par un ancien général vietnamien. Et c'est là, justement, tout le talent, je trouve, de Garciani, c'est que derrière le côté pitch facile, derrière pitch accrocheur, violent et trash, il y a toujours, en fait, un fond qui se cache. Et là, c'est là le parallèle que je voulais faire avec Captain America la vérité. Là, il va raconter vraiment les affaires sales de l'armée américaine, notamment au Vietnam. Et finalement, les héros ne sont pas ceux qu'on croit, et les méchants non plus, parce que dans une guerre, il n'y a pas vraiment de héros, il n'y a pas vraiment de méchants. Désolé encore une fois pour le discours Miss France, un peu portes ouvertes, mais c'est intéressant de la manière dont il le dit, parce qu'il le dit de manière très amère, et aussi, il le dit aussi de manière très violente, parce que il est accompagné d'un certain dessinateur qui s'appelle Jason Burrows. Jason Burrows, en plus, qui du coup là devait être content parce que, à mon avis, quand on leur a dit que ils avaient le droit de pousser un peu plus les potards, hein, puisqu'en fait Get Fury est sorti donc sous le label Max, qui n'existe quasiment que pour en fait Garcinis maintenant, et avec un peu le label Red Band, mais il n'y avait pas vraiment de version Red Band parce que la version de base était déjà Red Band. On a dit à Jason Burrows mais du coup, tu peux dessiner tout ce que tu veux. Et il a dit ok. Donc, dès le premier numéro, vous avez le droit à un mec qui se fait découper le visage, Get Fury qui va manger les tripes de quelqu'un. Enfin bon, voilà. C'est très graphique, on va dire. Et vraiment, ouais, vous avez un super. Alors, j'aime pas dire one shot parce que c'est techniquement pas un one shot, mais
Vous avez une très bonne mini-série guerrière, qui à mon avis est un très bon complément justement à Captain America la vérité, dans le côté la guerre c'est sale, la guerre c'est vraiment souvent très souvent pour cacher d'autres choses encore pires, et vraiment Get Fury, moi c'est un de mes gros coups de cœur de ce début d'année en tout cas. Bah du coup, toi, c'est un de tes coups de cœur du début d'année, et je le comprends sans mal. Moi, mon coup de cœur de début d'année, je pense que tout le monde le sait, parce que je crois que ça doit faire depuis les Big News que je ne cesse de le T'as déjà répéter. fait un tunnel chez boucle. G la dernière fois dans le live. Oui, voilà, bon, j'arrête pas d'en parler, j'arrête pas de dire que j'adore ce titre. C'est du coup le retour des 4 Fantastiques, Fantastic Four tome 1, qu'est-il arrivé aux 4 Fantastiques, qui est sorti donc en Marvel Deluxe, et qui est donc la nouvelle série régulière des Fantastiques, signé au scénario par Ryan North et au dessin par Iban Coelho notamment. Voilà, je crois qu'il fait quand même la majorité des épisodes de ce volume. De 11 épisodes du coup. On a les 11 premiers épisodes de la série. Donc, cette série, en quoi elle est géniale ? Elle est géniale déjà parce que Ryan North. Ryan North, c'est un scénariste qu'on connaît pas forcément super bien en France, parce que la principale série qu'il a faite chez Marvel avant ça, c'est la série Squirrel Girl, qui a été très peu publiée en France, et qui est un de mes coups de cœur absolus. Il a également sorti en comics... Secret Invasion qu'on a sorti en pack découverte. Ouais, tout à fait, chez Marvel, ouais, le Secret Invasion, où on suit du coup Iron Man, Maria Hill et Nick Fury, du coup, qui essayent d'enquêter sur une possible nouvelle incursion des Skrulls dans la communauté super-héroïque de l'univers Marvel. Et une mini-série qui est vraiment très très sympa, encore une fois. Et en plus, il y a un lien, les Skrulls sont apparus pour la première fois dans la série des 4 Fantastiques. Et oui, tout est lié. Et il a également sorti, alors là, c'est pas chez nous, c'est pas chez Marvel, mais ça a été publié en France, l'adaptation en comics d'Abattoir 5 de Kurt Vonnegut, qui est pour le coup, qui va faire le lien avec les autres titres dont on a parlé, vu que c'est un récit qui parle de la Seconde Guerre mondiale à travers un artifice de science-fiction, et qui est le bouquin dont c'est d'origine, qui est un chef-d'œuvre, et l'adaptation en comics est vraiment formidable. Donc Ryan North, quand même, il a quelques petites choses qui ont été publiées en français, mais c'est vrai qu'il n'est pas pour l'instant connu à sa juste mesure, mais je suis sûr que ceux qui ont déjà lu le tome 1 des 4 Fantastiques comprennent pourquoi j'aime tant son écriture. C'est quelqu'un qui est extrêmement intelligent dans sa manière d'aborder les sujets, et qui a énormément d'idées. Et je sais qu'il a été engagé par l'éditeur Tom Brevoort, notamment pour ça, pour sa capacité à raconter des histoires en 1 ou 2 épisodes, de 20 pages. Donc c'est vrai que l'un des points forts de cette nouvelle série 4 Fantastiques, c'est ce côté plein d'histoires. Sur les 11 premiers épisodes de mémoire, il doit avoir 10 histoires en tout. Je crois qu'il y a une histoire en 2 épisodes, et tout le reste c'est des one-shots. Et ça permet du coup de changer tout le temps d'ambiance, de manière de se focaliser d'abord sur par exemple La Chose et Alyssa Masters, maintenant Alyssa Grimm, après s'intéresser à la Torche, après de s'intéresser aux Richards, faire après une intrigue qui va les relier ensemble, revenir sur La Chose toute seule, etc. Donc il y a vraiment ce côté, le focus qui n'arrête pas de changer, et qui permet du coup de laisser énormément de place à chaque personnage, mine de rien, et avec à chaque fois des idées soit de mise en scène, qui vont être super bien mises en scène par Iban Coelho, qui va s'en donner à cœur joie, avec des histoires de boucles temporelles, d'utilisation des pouvoirs de tel ou tel membre de l'équipe de manière originale, etc. C'est vraiment bardé d'idées. Et c'est vrai que dans un comics 4 Fantastiques, donc déjà qu'il y a un comics qui parle de la famille, ça fait partie de l'ADN de la série, avoir du coup les personnages autant mis en avant,
c'est super cool, mais l'autre truc qui est dans l'ADN des héros, c'est leur côté explorateur, leur côté aventurier, mais qui vont à l'aventure vraiment, voilà, et le fait que du coup, avoir plein d'histoires où il leur arrive plein de choses et où ils trouvent des solutions toujours différentes pour s'en sortir, bah ça participe à cette redéfinition de pourquoi les 4 Fantastiques, c'est des personnages aussi cool. On l'oublie un peu, peut-être parce que c'est peut-être un peu comme Superman chez À Distinguer Concurrence, c'est des personnages qui sont pas forcément si faciles que ça à écrire parce qu'ils sont baignés du sense of wonder, du côté de l'émerveillement qu'il peut avoir autour des super-héros. On n'est pas dans quelque chose de sombre, de torturé, de trucs comme ça. Et du coup, c'est parfois peut-être plus difficile à écrire, mais quand c'est bien écrit, bah ouais, le sens du merveilleux, il éclate à chaque page, et c'est là peut-être qu'on ressent le plus pourquoi on aime les super-héros, c'est quand on lit des bonnes histoires des 4 Fantastiques. Ouais, bah écoute, pas grand-chose à ajouter de plus, si ce n'est que le découpage justement dont tu parlais, avec cette idée d'avoir des numéros quasiment auto-contenus et qu'une histoire à part entière dedans, je trouve que ça fait partie du charme parce qu'il y a ce côté un peu à l'ancienne de retrouver un numéro, une histoire, Ouais. tout en même temps avoir qu'un scénariste qui a l'intelligence de faire aussi un fil rouge sur le moyen et long terme. Et qu'est-ce que je préfère en comics avec, du coup, tu passes un très bon moment sur le moment, et en même temps tu vois des trucs peut-être arriver petit à petit et se construire. Et en ça, c'est vraiment un très gros... un très gros coup de cœur et justement, bon, en tout cas, c'est une série qui continue et qu'on a très hâte de proposer, du coup. Le deuxième tome, quand est-ce qu'il peut Ouais, sortir? on se demande, voilà, c'est ça. Oh là là, peut-être qu'on le dira dans les prochaines Big News, on ne sait pas. Peut-être qu'on dira plein de trucs sur les 4 Fantastiques dans les prochaines Big News. Peut-être, pourquoi, on ne sait pas. Non, mais... Il n'y a aucun indice qui permette de deviner. Un autre tome 1 dont j'ai envie de parler, c'est le tome 1 de l'Amazing Spider-Man de Joseph Michael Straczynski et John Romita Jr. Encore merci John pour l'intro. En poche, du coup. C'est une réédition qui arrive, on va dire, à point nommé. Le run de Straczynski sur Amazing Spider-Man est considéré comme un des, j'ai envie de dire, des classiques modernes de Marvel. Voilà, ça fait partie des meilleurs moments d'Amazing Spider-Man, en tout cas, on va dire, c'est le consensus là-dessus. Et à juste titre, dans le sens où Straczynski s'éclate vraiment avec le perso. John Romita Jr. évidemment est né pour dessiner Spider-Man et pour le coup il est à un moment de sa carrière où il a littéralement tous les outils à sa disposition dans sa besace pour faire le meilleur possible. Et voilà, et c'est vrai que quand on a réfléchi aux nouveaux titres à proposer en Marvel Poche, ça fait partie des titres qui sont un peu apparus comme une évidence qu'on voulait vous proposer. Du coup, c'est vrai que on essaye à chaque fois, c'est comme dans toutes les collections, on essaye à chaque fois de proposer des choses différentes. C'est comme ça qu'on se retrouve avec Amazing Spider-Man qui peut-être se raccroche quand même un peu aux autres choses de l'époque comme Civil War par exemple, mais à côté de ça on vous propose aussi le Daredevil de Miller, donc qui vous montre qu'on peut aller vers des choses aussi plus classiques, plus oldies dans la proposition Marvel Poche. Évidemment, il y aura jamais tout ce qu'on sort qui sortira en Marvel Poche parce que on a un catalogue qui est très 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 riche et qui est très très large, mais c'est vrai que y a la possibilité d'aller chercher plein de runs cultes qui soient parfois assez récents, d'autres fois un petit peu plus vieux, là comme celui de Straczynski qui maintenant du coup a quand même plus de 20 ans, et parfois carrément du classique avec le Daredevil. Et j'ajouterais aussi que on a proposé pour commencer dans la collection à l'époque Ultimate Spider-Man, qui est vraiment, je pense, un très bon point d'entrée pour plusieurs raisons qu'on a déjà pu évoquer plusieurs fois. Mais c'est vrai que ce qui fait la force aussi de l'univers Marvel, c'est sa continuité, c'est aussi ses séries intercalées. Et il nous semblait important également de proposer une série sur le tisseur qui soit ancrée dans une continuité. Parce que c'est vrai que après, le défaut, c'est aussi l'avantage de l'univers Ultimate, c'est que c'est relativement auto-contenu et qu'on n'aura pas vocation à publier tout ce qui sortira en fait dans l'univers Ultimate. Alors que là, vous avez Civil War qui arrive. J'entends en termes d'événements, quelques années après du coup le début de la série Amazing Spider-Man, et vous allez voir justement la série Spider-Man être percutée par Civil War, et on a vraiment aussi à cœur de proposer à ce moment-là une période éditoriale de chez Marvel qui était très intéressante. Et on n'est pas à l'abri de voir des titres arriver justement dans cette ère-là aussi en poche.
en sachant aussi qu'il y a aussi ce côté très, comment dire, ce raisonnement aussi un peu et communication pour Aurélien et aussi en même temps un peu plus peut-être un peu commercial aussi de la part des libraires qui vont pouvoir vous conseiller les collections poche, c'est qu'il y aura des liens qui vont pouvoir se faire très facilement aussi, c'est-à-dire de Romita Junior on propose également Kick-Ass, donc du coup vous pourrez aussi aller vers ça. De la même manière que si vous aimez Ultimate Spider-Man mais que vous voulez une autre série Spider-Man, vous aurez du coup une série Spider-Man dans la continuité, et puis après peut-être qu'il y aura d'autres Straczynski, peut-être que il y aura d'autres séries dans la même timeline comme Civil War et autres, donc voilà, en tout cas aussi on fonctionne aussi un peu par lien logique, histoire de pouvoir vous proposer le meilleur de Marvel en format poche. Et c'est vrai que cette série-là, moi j'avoue, j'ai pris un énorme plaisir à la relire, et j'avais oublié à quel point elle était aussi touchante dès le premier tome en fait qu'on fait en poche, parce que mine de rien on enchaîne quand même une des plus belles déclarations d'amour ever en BD, et en même temps l'épisode fameux en fait du World Trade Center, plutôt malheureusement de l'après World Trade Center, qui Romita en a parlé d'ailleurs, on en reviendra peut-être un peu plus tard dans la masterclass, qui est un moment qu'il considère comme peut-être son plus beau travail quoi en fait. Dans les autres sorties en tome 1 de ce mois de février, on ne parlera pas de l'Omnibus Rome. Alors pourquoi on n'en parlera pas ? Parce que pourtant c'est plutôt un coup de cœur aussi, mais on n'en parlera pas parce qu'on en fera une émission spéciale avec le traducteur de la série, Jérémy Manès, et donc qui sera sans doute diffusé d'ici quelques semaines. Donc voilà, c'est un petit teasing pour la suite. Et puis, on l'avait teasé d'ailleurs en début d'émission, on va faire un petit retour sur Angoulême, parce que on n'a pas préparé que des jingles façon Radio Nostalgie pour inaugurer l'émission. On a aussi du coup fait pas mal de rencontres, mais avant de parler un peu plus en détail de l'exposition Marvel notamment, est-ce que toi, il y a un moment en particulier qui t'a marqué du coup pendant ce festival ? Ouais, on l'a déjà évoqué à demi-mot, c'est vrai que j'ai envie de dire, tout ce qui a trait à l'avenue des auteurs a énormément de sens, que ce soit Pepe Larraz, qu'on avait déjà eu, et qui est vraiment un génie moderne, à évidemment la présence du légendaire John Romita Jr. sur notre stand. Mais c'est vrai que, en parlant de John Romita Jr., sa masterclass était vraiment un moment extrêmement intéressant, drôle, touchant. C'est vraiment une bête de scène, j'ai envie de dire. Chris a fait une super interview qui a bien mis en valeur toute sa carrière, en se focalisant sur le début, mais c'était très bien joué parce que du coup il y avait des ponts qui se créaient naturellement vers des choses qu'il a fait plus tard. C'était vraiment un moment, j'ai envie de dire, plein d'émotions au pluriel que suit cette masterclass. Alors vous avez pu peut-être voir dans la newsletter Paniniverse, j'ai essayé de mettre en valeur un peu certaines de ces réponses que j'avais prises au fil du clavier durant la secret musculation par exemple. Voilà. Voilà, non, mais il y a voilà plein de choses très chouettes, et c'était vraiment un moment rare. Ouais. Et toi ? Globalement, effectivement, tout ce qui a trait à Romita, parce que c'est, en fait, on en a parlé plusieurs fois à table avec d'autres personnes, en fait, c'est que c'est un dessinateur qui a touché plusieurs générations de lecteurs. Et globalement, en fait, tout ce qui a trait à lui, c'était fabuleux, quoi. En fait, on n'arrivait pas à réaliser qu'on avait Dieu à côté. En fait, c'est ce qu'on se disait, notamment, ce qui m'a beaucoup fait rire, c'est notamment l'arrivée à la gare avec Matteo qui arrive et qui dit t'inquiète pas, je vais pas en faire trop, et qui arrive et qui limite s'agenouille devant Romita pour le saluer. Ça m'a beaucoup fait rire. Mais après, sinon, un moment dont je vais me souvenir, je pense, ça va être la rencontre en fait entre Larraz et Romita de manière informelle, parce que apparemment ils s'étaient jamais rencontrés avant. Et c'est vrai que le hasard a bien fait les choses, parce que donc quelques semaines avant Angoulême, on avait appris que du coup ce seraient les deux dessinateurs principaux du relaunch en fait de Amazing Spider-Man. Et c'était assez drôle parce que du coup alors ils ont un peu échangé, notamment sur évidemment leur méthode de travail, sur la manière dont ils travaillaient. Et ce qui est très drôle en fait, c'est que évidemment Romita est un bourreau de travail de jour comme de nuit. Et c'était très drôle parce que justement à chaque fois il y avait un peu le running gag avec en montrant sa montre et en devant Pepe Larraz en disant prends une photo, et si jamais un jour t'es en retard, tu penses à moi et tout. En mode genre si t'es en retard, c'est tes dessins. Donc en tout cas c'était très touchant de voir deux générations en fait d'artistes brillants se rencontrer. Et donc je pense que c'est partie des moments dont je me souviendrai, je pense. Ça, et puis le Fauve d'honneur évidemment, qui faisait extrêmement plaisir.
mais il n'y avait pas que ça à Angoulême. Non, à Angoulême aussi, ça a été l'occasion d'aller, du coup, comme tu l'as dit, à l'exposition sur les super-héros Marvel à la Cité de la BD. Alors, une exposition qui était déjà là depuis quelques mois et qui va y être encore pendant quelques mois, qui pas directement, en fait, liée au festival, mais qui évidemment était visible durant le festival et que donc vous pouvez encore aller voir. Et qui d'ailleurs, en plus, était à côté de l'exposition qui, pareil, sera jusqu'à mars, sur l'exposition Superman, qui était très bien aussi. Et il y a aussi celle sur la SF. Ah oui, qui était pas avec celle sur Marvel. Ouais, que je n'ai pas eu le temps de faire. Non, moi non plus, mais voilà. Mais en tout cas, il y a plein d'expos très chouettes, et n'hésitez pas à aller en Angoulême pour les voir. Nous, évidemment, on va quand même se focaliser plus sur celle des super-héros Marvel que celle sur Superman. Des os, pas des os. Et notamment parce que on a eu l'occasion de rencontrer quelqu'un qu'on connaît bien, qui est Xavier Fournier, donc rédacteur en chef de Comic Box, voilà, et j'ai envie de dire sommité du comics en France, et qui a été l'un des deux commissaires de l'exposition. Et nous lui avons posé quelques questions. Alors tout d'abord, nous lui avons demandé comment ouvrir l'expo, parce que du coup il y a une première salle dans laquelle on arrive, et comment s'est fait le choix de comment ouvrir l'exposition. On l'écoute. Là, donc, dans la première salle technique de l'exposition, on a voulu un peu montrer le Marvel des origines, sachant que l'exposition, elle est surtout concentrée sur le Marvel Age, qui commence en 61 avec les 4 Fantastiques. Mais on voulait montrer, d'une part, un petit peu qui étaient les gens qui ont fait Marvel, et puis je tenais absolument, dès cette première pièce, à placer Bill Everett, dont on a tendance à oublier que ça a été le premier dessinateur qui a travaillé pour Marvel, c'est-à-dire que la première histoire qui a été créée, même avant l'apparition de Marvel Comics numéro 1, c'est une histoire de Namor, et puis ça a été le dessinateur le plus régulier dans les années 40, sur le long terme d'un héros Marvel, et en l'occurrence, on a un dessin qu'il a fait pour ce qui est devenu, qui a fait partie après de la première série de Trading Cards, et les premiers posters un peu pour les fans en 66. Et ça, c'est un renvoi parce que à côté de ça, on est dans la constitution virtuelle, les bureaux de la Marvel en 66, qui nous a été fait par Mast, qui est un expert du passé de Marvel. Et ça nous permettait un petit peu de montrer les racines avant d'entrer dans ce qu'on va appeler le vif de l'exposition, avec beaucoup de planches depuis les années 60 jusqu'à de nos jours. Après, du coup, on lui a posé une autre question, parce qu'il y a énormément de planches dans l'expo, mais évidemment, il n'y en a pas 900 654, donc il n'y a pas toutes les planches de l'histoire de Marvel. Donc 3 millions chez toi, que de raccoons. Et du coup, la question qu'on a posée à Xavier, c'est comment s'est fait le choix des planches exposées durant l'exposition. L'exposition, on a voulu un mélange de planches où c'est d'un côté certaines scènes super classiques et il n'y a pas quoi, tout le monde s'accordera à dire que cette scène-là, ça correspond à un truc que tous les lecteurs de comics savent reconnaître immédiatement parce que au besoin même on leur a enseigné, mais on a voulu aussi un certain nombre de Madeleine de Proust qui correspondent à des trucs qui gênent de manière générationnelle. On sait que même si ce personnage n'est pas le plus populaire ou que c'est pas l'épisode le plus historique, cette scène-là, cette page-là, elle correspond à des choses. Donc on a par exemple des scènes avec les sentinelles de Neil Adams plus loin, qui font que cette scène-là, quand la sentinelle prend Larry Trace dans les mains, ça parle à plein de gens qui l'ont lu à un moment. Et puis il y a une troisième couche de personnages et de séries où je me suis dit que c'était intéressant de mettre tout le monde à égalité, pratiquement tout le monde à égalité, parce que bien sûr il y a des gens qui le connaissent, mais Marvel, c'est pas que Spider-Man et les Avengers, c'est aussi The Cat, c'est aussi Son of Satan, c'est aussi des personnages comme ça des années 70 où on doit être 12 à tenir la chandelle, c'est un personnage cool, mais pour ses propres qualités plastiques, c'est-à-dire que même pour quelqu'un qui est complètement néophyte, la planche, elle est jolie. Elle n'a pas de signification historique, mais elle est jolie. Et du coup, ça crée un truc, on a voulu une sorte de lecture à 3 niveaux, en espérant que tout le monde trouve un peu à boire et à manger. Et enfin, alors on lui a posé d'autres questions que normalement on vous rendra audibles et peut-être même visibles sur les réseaux. Mais sinon, pour conclure cette séquence, on lui a demandé de nous parler des planches de John Romita Jr. notamment qui étaient dans l'exposition. Dans l'exposition, donc on a différentes œuvres de John Romita Jr. qui est
un auteur de longue date de Marvel, qui a commencé à produire dans les années 80 en tant qu'auteur, mais qui était là même avant, puisqu'il est le co-créateur de The Prowler dans les aventures de Spider-Man. Donc, même enfant, il a conseillé des personnages. Et donc, de manière pratiquement ininterrompue, en dehors d'une ou 2 années où il est parti travailler pour d'autres éditeurs, il produit pour Spider-Man, pour les X-Men, pour Daredevil, pour plein de séries, j'en oublie, Punisher et plein d'autres. Et puis c'est un bébé Marvel, c'est-à-dire c'est aussi, comme son nom l'indique, le fils de John Romita Senior, dont on a aussi plusieurs planches. On a du Daredevil et du Spider-Man dans l'exposition. Et on aimait bien aussi montrer cette colonne vertébrale de l'histoire de Marvel qui, entre les deux Romita, constitue quelque chose d'assez conséquent, parce que de mémoire, John Romita Senior a commencé à bosser pour l'univers Marvel dans les années 50 en travaillant sur les aventures du Captain America anticommuniste de l'époque. Donc on a plus d'un demi-siècle de famille Romita à l'intérieur de l'univers Marvel. Et ben voilà, merci à Xavier en tout cas de s'être prêté au jeu et d'avoir répondu à nos questions. Vraiment, si vous avez l'occasion d'aller à Angoulême, ou même si vous vous dites ah tiens, où est-ce que je pourrais aller ce week-end et tout ça, n'hésitez pas à aller à Angoulême pour aller voir ces expos. Vraiment, l'expo Marvel, elle m'a défoncé. Vraiment, j'ai jamais vu une expo comme ça. C'est vraiment incroyable de bout en bout. C'est vraiment une des expos de bande dessinée qui m'a le plus scotché ever. Ouais, pareil. Ouais, parce qu'en plus, ce que je trouve assez incroyable avec l'exposition, et puis d'ailleurs c'est ce que aussi a été noté pour l'exposition Superman également, c'est que c'est des expositions qui arrivent à être à la fois accessibles pour des néophytes, parce qu'elles sont super cool, niveau dispositif, de scénographie et autres, et en même temps à être une mine d'or pour nerds, parce qu'il y a des planches originales qui sont fabuleuses, et puis voilà, après... ce qui était très drôle, c'est que du coup l'exposition on l'a faite du coup avec Xavier, donc on avait plein d'anecdotes, c'était super passionnant et tout. Il était intarissable sur le mec qui a fait l'ancrage de n'importe quelle planche. Et à côté de ça, en fait, on était aussi avec Mathéo, et du coup Mathéo qui, pareil, connaît plutôt bien Marvel apparemment. Elle dit que c'était la plus belle exposition Marvel aussi qu'il a vue de sa vie. Donc je pense que vraiment, en tout cas, elle a vraiment fait l'unanimité, et c'est vraiment une exposition qui est fabuleuse. Ouais. Et tant qu'on a parlé d'Angoulême, on va parler de nos recos, parce que moi j'en ai une qui vient d'Angoulême. De dédicace. C'est ça. C'est Beneath the Trees Where Nobody Sees de Patrick Horvath. C'est publié en France chez Ankama. Alors pour la petite anecdote, on peut raconter la petite anecdote, Émile ? Ah oui, le fait qu'on soit trop deck parce qu'on n'a pas eu. Ouais, voilà, c'est ça la petite anecdote. Non, je rigole. C'est que c'est vrai que très bien édité là. Oui, voilà, mais c'est vrai qu'on a essayé on a fait une proposition en tout cas pour l'éditer, mais c'est vrai qu'Ankama s'était positionné extrêmement. On s'est réveillé un numéro trop tard. Voilà. Et il y a pas d'une certaine manière, il y a pas de regret parce qu'ils ont fait une super belle édition. Elle est magnifique. Et voilà, c'est vraiment cool pour eux. Mais c'est vrai que le titre est vraiment super. Pour le coup, en plus, c'était un plaisir de rencontrer l'auteur sur le stand d'Ankama, mais c'est vraiment une super série. Donc, c'est un petit peu Les Petits Malins rencontrent Dexter, quoi. Les Petits Malins, ça parlera qu'à ma génération, mais c'est vraiment le côté, voilà, les petits animaux mignons et tout ça. Et vraiment, le pitch de base, c'est qu'on suit une gentille ours, voilà, qui a son magasin de quincaillerie, et qui, une fois par mois, va à la grande ville pour racheter des perceuses. De quoi remplir voilà, par exemple, de remplir son magasin. Sauf qu'en fait, elle va pas à la grande ville que pour ça, elle y va aussi pour se trouver une victime qu'elle va emmener dans les bois et massacrer, parce qu'en fait, c'est aussi une serial killeuse, et juste, elle veut pas tuer des gens dans sa ville parce que elle est très contente d'avoir le calme et la tranquillité qui va avec sa petite vie de village. Et sauf que un jour, il y a un meurtre qui est commis, un meurtre vraiment atroce qui est commis dans sa ville, et elle se dit mince, faut que je trouve le tueur très rapidement, avant même la police, parce que sinon ils vont commencer à fouiller et ils risquent de tomber sur mes cadavres dans le placard. Et du coup on se retrouve donc avec une tueuse qui va mener l'enquête. Et donc il y a ce côté, comme je disais, très mignon, avec des dessins qui sont vraiment
ultra beau avec un côté aquarelle et tout ça et qui est vraiment ultra charmant, et à côté de ça vraiment un côté très gore qui vient trancher avec tout ça. Donc vraiment ouais, c'est un super titre, hyper sympa à suivre, et voilà, un super one shot. Ouais, et puis j'ajouterais que c'est pas que gore, c'est tout, c'est que c'est ultra minutieux et précis au niveau de l'anatomie. Et d'ailleurs, les dédicaces qu'on a eues vont dans ce sens. C'est-à-dire que littéralement, on pouvait dire est-ce que je peux avoir un canard découpé un quart, juste le cerveau. Hein. Et j'ai un ami qui est passé juste avant moi qui a demandé lui un animal qui se faisait vider de son sang. Il y a que Aurélien qui finalement était un peu un peu chiant, les gens diraient, voilà, qui a demandé un Rocket Raccoon. Non, un raton laveur, pas Rocket. Ah, c'est pas Rocket ? C'est bon, ça va. Ah, d'accord. Non, c'était un raton laveur classique. Classique. Voilà, en costume. Qui a un très beau costume. Non, en vrai, ta dédicace, elle est magnifique. Je suis trop jaloux aussi. En fait, c'est le problème, c'est que je voulais faire dédicacer plein de trucs. Mais ouais, en tout cas, ouais, coup de cœur partagé. Et bah moi de mon côté c'est pareil, c'est aussi un truc assez sanglant hein, finalement. C'est la thématique entre les entre les titres qu'on a présentés et puis les recos. Moi c'est un film qui est enfin disponible en Europe, parce qu'il est sorti également en Angleterre il y a quelques semaines, qui est La Vengeance de la Sirène de Toshiharu Ikeda, qui est un réalisateur assez méconnu en France, qui est un réalisateur en fait qui est surtout connu en fait pour des films plutôt érotiques ou d'horreur. Et c'est un film qui est littéralement de mes films préférés, et donc pour ça que je suis très très content en fait qu'il sorte pour la première fois du coup en France. En fait c'est un film qui raconte en fait l'histoire donc d'un village de pêcheurs, et un jour un des pêcheurs assiste à on va dire à un meurtre auquel il n'aurait pas dû assister. Et il va du coup se faire tuer, mais sa femme survit et va être accusée du meurtre. Et donc du coup va être lié à ça en fait une affaire de promotion immobilière qui va cacher aussi un autre truc encore derrière. Donc en gros on va avoir une critique de tous les notables en fait de cette ville côtière japonaise. Et c'est aussi un film que j'adore aussi parce que donc derrière ce côté un peu exploitation, parce qu'il y a des scènes assez violentes et notamment aussi des scènes sexuelles assez explicites, c'est que aussi derrière il y a un côté très mystique, donc très fantastique, qui va se mêler à ça et qui va du coup me faire beaucoup penser à un manga de Satoshi Kon, le grand réalisateur japonais qui avait aussi fait du manga, qui a fait un manga qui s'appelle Le Pacte de la Mer, qui a des thématiques assez similaires justement, de mélanger écologie, ville côtière et violence mystique. Et moi vraiment, La Vengeance de la Sirène, c'est un film que je vous recommande absolument, et notamment pour un plan séquence hallucinant en fait qui conclut quasiment le film, et qui voilà, je pense à mon avis voilà, c'est un des classiques méconnus du cinéma japonais, qui ne s'arrête pas à Ozu et à Kurosawa. Et t'as dit qu'il était dispo, mais t'as pas dit de quelle sous quelle Ah pardon, forme. il est dispo en DVD et Blu-ray chez... Alors DVD je sais pas, mais Blu-ray c'est sûr. Il est dispo en Blu-ray chez Carlotta, voilà. Donc il est sorti, là je l'ai reçu il y a à peine une semaine, voilà, pour être tout à fait transparent du coup. Et c'est sur cette Reco joyeuse. double recommandation macabre qu'on termine cette émission de février. Merci de nous avoir écoutés, et encore une fois merci à Xavier Fournier pour sa disponibilité pour nous présenter l'exposition Marvel. Merci à John Romita pour nous avoir signé cette intro que je pense on utilisera désormais à vie. C'est ma sonnerie portable. Et merci à Manu pour le montage de l'émission. On se donne rendez-vous dans quelques semaines pour l'émission du mois de mars. Allez, ciao.